Ils seront des centaines de milliers à périr, morts au combat, abattus sans sommation, torturés à mort, décapités par la guillotine. Située sous le monument, une crypte est dédiée à tous les martyrs de l'histoire algérienne. Tous les martyrs de la guerre de libération y ont leur place, connue ou inconnue. Au Mohamed, au Larbi, au Karima, au Abdulaziz, au Kamel, au Yasmine inconnus, viennent se mêler les grands noms de la résistance. Alors que le combat touche à sa fin, après 7 ans de guerre cruelle, l'Algérie, déjà martyrisée dans sa chair, va avoir à supporter les actions destructrices menées par un certain nombre de pieds noirs, encouragés par une minorité politique française et regroupés au sein d'une organisation armée terroriste appelée OAS, Organisation Armée Secrète. Au nom de la civilisation, dont elle se réclamait pourtant, le crime le plus gratuit de l'OAS est certainement l'incendie de la bibliothèque universitaire d'Alger, qui vit disparaître plus de 600 000 volumes. La cassure était alors irréparable, et c'est par centaines de milliers, près d'1 million, que les pieds noirs d'origine européenne durent s'exiler au moment de l'indépendance en 1962. Le 5 juillet 1962, au jour de l'indépendance, sur près de 10 millions d'Algériens, il n'y avait pas 2000 cadres et diplômés universitaires. Pire, 85% de la population était analphabète. Chiffre terrible quand il s'agit du développement d'un pays. Et c'est sûrement là la plus grande négligence de la France vis-à-vis du peuple algérien. Toutefois, un élément très positif à l'époque va aider l'Algérie à surmonter le handicap créé par le manque de cadres et de personnel qualifié. C'est la présence dans son sol de quantités très importantes de pétrole et de gaz naturel. L'argent du pétrole permet à l'Algérie de mettre en place une industrie lourde fondée sur la création de vastes monopoles. Véritable instrument industriel, ce système s'embourbera malheureusement dans les pièges de la bureaucratie et d'une économie fortement centralisée. La répartition sociale de la richesse du pétrole, très appréciée des Algériens, les encouragea à compter de plus en plus sur l'État pour régler leurs propres problèmes. Les Algériens s'endormaient sur leur pétrole. L'absence totale de politique du gouvernement en matière de naissance provoqua une explosion démographique. Le gouvernement actuel a pris des dispositions pour freiner cette tendance. Il encourage les familles à ne pas avoir plus de 2 ou 3 enfants. D'autre part, devant la hausse du chômage qui devient en cette fin de siècle la préoccupation première de tous les gouvernants, l'Algérie met en place une politique d'éducation et de formation. Dans ce domaine, il n'y a pas de miracle. L'éducation et la formation sont des outils essentiels qui permettent à un peuple de se développer. L'éducation est désormais la première des priorités du gouvernement algérien. 50% du budget de l'État lui est maintenant consacré. لأن الثروات الطبيعية تزول مثل الغاز مثل البترول وكل الثروات الطبيعية تزول، لكن الرجل هو المستقبل، الرجل المثقف، الرجل المتكون، الرجل يتحكم في العلم والتكنولوجيا، وهذا هو الآفاق وهذا هو المستقبل بالنسبة لي الأجيال القادمة. أنا نمشي أبعد من هذا، يعني أنتم ذكرتم رقم يخصص بالنسبة للتعليم. نقول اليوم بهذا السياسة وهو نؤمن بها
وصلنا ربع السكان هم موجودين حاليا في المدارس والمراكز التكوين والمعاهد والجامعات، ووصلنا إلى 200 ألف طالب بالنسبة لهم في المعاهد والجامعات في داخل الجزائر وخارج الجزائر. هذا يدل على الجهد نبذله بأيمان وقناعة لتكوين رجل الغد الجزائري يريد يلتحق بالركب بكسب العلم والعلوم والاجتهاد والاعتماد على النفس بالنسبة لمستقبلنا في كافة المجالات. C'est un défi qu'il faut gagner, car malgré les efforts considérables, l'analphabétisme reste encore élevé en Algérie. Alors qu'aucun texte sacré ne stipule que la femme doit cacher son visage en public, en Algérie, comme dans beaucoup de pays musulmans, la tradition lui impose de dissimuler son visage. Tradition qui de toute façon s'estompe chaque jour un peu plus, principalement dans les grandes villes. Pour vous montrer la difficulté de prendre les problèmes comme un tout, vous noterez que dans l'extrême sud de l'Algérie, dans le Hogar, au pays des Touaregs, ce sont les hommes qui masquent leur visage alors que les femmes exposent le leur. Ce n'est pas une condition qu'on dit la poussière, c'est la race qui voilait. Alors les femmes, les visages libres. Chacun sa coutume. Ça dépend de la coutume. Ils sont tous algériens, mais chaque Algérien, il a sa coutume. Zora Khalef a 14 ans. Zora suit les cours de formation générale. AO is 20 cm long and OB is 20 cm long too. Si son anglais est encore défaillant, un peu plus que mon français tout de même, elle peut accéder à un niveau d'instruction incroyablement supérieur à celui de sa propre mère. Avant le mariage, les jeunes filles de Guémar et de la région séduisent leurs fiancés par cette très sensuelle danse des cheveux. Jamel Chelata a 17 ans. Il suit des cours à l'école professionnelle qui dépend de l'usine de liquéfaction de Skikta. À l'usine, comme chaque élève, il est parrainé par un ouvrier. Son parrain est M. Kessouna. Pour Jamel, M. Kessouna remplace un peu son propre père, mort il y a quelques années. Il s'est lié d'amitié avec le fils de M. Kessouna, Karim, qui suit lui aussi les cours de l'école professionnelle. Jamel est souvent chez son ami Kérim. La vie reste traditionnelle dans une architecture apportée par la colonisation. La télévision est allumée, mais ce soir-là, priorité est donnée à la réunion de famille. Jamel a un faible pour Fatima, une grand-mère peu ordinaire. C'est la sœur de mon grand-père.
Elle s'est mariée à l'âge de 20 ans. Il y a 100 ans depuis qu'elle s'est mariée, elle a exactement 120 ans. بكري خير. بكري خير. الخير نتاع بكري خير. كيما درك مليح يعني في العيشة مليحة وفي السكنة وفي كلش مليح. بس لما كل شيء يجي درك ماشي واجد. درك ماشي واجد عاد ما يجيبوه غير البيت. À quelques dizaines de kilomètres de Skikda, à Constantine, Slimane, 16 ans, a choisi l'informatique. Parce que je vois à peu près tous les métiers ont un rapport avec l'informatique. Slimane semble sorti d'un de ces films américains où le héros est un petit génie de l'ordinateur, obsédé par l'efficacité et la création. Son père est dentiste, sa mère sans profession. Slimane est un musulman profondément croyant. Et pourtant, il aime le cinéma, la musique pop anglo-saxonne, Chab Khaled, et souhaiterait voyager à l'étranger pour apprendre plus. L'Algérie met en place de grands programmes d'intérêt général qui permettent aux jeunes gens de se rencontrer, de vivre un temps ensemble. Ils reçoivent là un complément de formation et œuvrent à l'aménagement du territoire, comme pour le barrage vert qui doit stopper l'avance du désert, ou de grandes voies de communication telles la route transsaharienne. Mais pour les jeunes filles, il reste encore pas mal de chemin à parcourir. On remarque que les femmes algériennes, jusqu'à maintenant, la plupart, 80%, elles sont illettrées. Par exemple, nos mères, elles sont illettrées. Scheherazade a 20 ans. Elle prépare un diplôme d'ingénieur en électronique à l'université d'Oran. Son père est technicien supérieur en électronique. Scheherazade a suivi ses traces. Bien, on peut dire que c'est la moyenne temporelle. Elle représente la caractérisation de l'amplitude du signal. Les goûts de Scheherazade sont éclectiques. Elle aime les chanteurs arabes modernes, mais aussi Daniel Balavoine, Madonna, Michael Jackson et Prince. Scheherazade est une vraie musulmane. Et je trouve que notre religion, l'islam, c'est le savoir en général. Et je trouve qu'il n'y a aucune contradiction d'être étudiante et musulmane. Monsieur Belmeki est directeur de l'Institut électronique de l'Université d'Oran, celui dans lequel étudie Scheherazade. Si on a une montagne d'or, plus on se la partage, plus on devient pauvre. Quand il s'agit de savoir, plus on se le partage et plus on devient riche. Et à mon avis, on doit utiliser toutes les forces disponibles dont on a dans ce pays, c'est-à-dire aussi bien la femme que l'homme. Et à mon avis, la femme doit jouer son rôle en ce qui concerne le progrès scientifique et l'enseignement scientifique. Et pourtant, certains fondamentalistes, certains extrémistes s'élèvent encore contre l'instruction des femmes et leur droit au travail, comparant les femmes qui travaillent à des femmes de mauvaise vie. Monsieur Amar Talbi est le recteur de l'Université islamique de Constantine. وهذه آراء ليس لها أصل في الدين، وإذا وجدت عند البعض فهي تقاليد قديمة ميتة ليس لها أي قيمة. Après l'indépendance, l'industrialisation du pays a été dans un premier temps frappée de gigantisme, développée sur un mode socialiste de grands conglomérats. La plupart des grands secteurs, pétrole, gaz, industrie lourde, sont désormais subdivisés en entreprises de dimension plus humaine.
Les responsabilités ne sont plus diluées dans un océan de bureaucratie et de paperasserie. Mais il faut redonner des motivations, de l'intérêt à chacun. Un vent de réforme souffle aussi en Algérie. La transformation des mentalités, c'est sûrement le problème le plus délicat à aborder aujourd'hui. M. Clark Clifford, ancien secrétaire américain à la Défense, connaît bien l'Algérie. La tendance à construire une industrie lourde a diminué. Plus d'attention est donnée au développement de l'agriculture et de ses énormes possibilités. En effet, après l'indépendance, l'autogestion, les coopératives imposées et la nationalisation de grands secteurs de l'agriculture se sont avérés très dommageables pour l'avenir de l'Algérie. La majeure partie des paysans se désintéressent d'un produit de la terre qui ne leur appartient pas. Beaucoup ne voient pas la différence entre le colon, qui leur prenait presque tout, et l'État, qui ne leur laisse presque rien. Mais le gouvernement pratique désormais une politique plus réaliste en matière agricole. بعد الاستقلال طبعا كانت لنا انشغالات كثيرة ما اهتمينا بهذا الجانب، لكن عندما بدينا في تصنيع ربما أحد الغلطات ارتكبناها في الماضي هو وضع المصانع نحو المدن الكبرى والمتوسطة، وكانت في بعض الأحيان حتى يعني مركبات صناعية توضع في مناطق فلاحية. هذا ما أدى إلى مغادرة الأرض بالنسبة للفلاح لصالح طبعا الصناعة والمركبات الصناعية. وطبعا عندما انتبهنا بالخطر عند تقييم الوضع الاقتصادي للمسيرة الطويلة منذ الاستقلال إلى سنة 79 بدينا نأخذ بعض الإجراءات بدون شك راح تحسن الأمور، والهدف التي نطمح إليه هو لابد نصل إلى الاكتفاء الذاتي. الاكتفاء الذاتي بالنسبة للإنتاج اللي هو ممكن نصل إليه بحكم أرض الجزائر اللي هي غنية عن التعريف كما أشرت في البداية، كانت في الماضي تكفي سكانها وكانت تصدر لبلدان كثيرة من أوروبا. فاليوم بفضل هذه الإجراءات وهذه العناية ممكن جدا أننا نصل في سنوات قليلة للاكتفاء الذاتي بالنسبة للميدان الغذائي. Nous retournons à Guémar où nous avons rencontré Aoun Guédam, 49 ans. Il est le bénéficiaire des nouvelles dispositions de la politique agricole algérienne qui redistribue les terres aux paysans qui le désirent. À première vue, le pari semble ici impossible. La terre attribuée à Aoun n'est qu'un morceau de désert. Pourtant, avec de l'eau, Aoun va gagner son pari. Selon une loi universelle, les paysans obtiennent de bien meilleurs rendements quand ils peuvent disposer librement du fruit de leur travail. Et c'est valable partout. En fait, pour Aoun, la privatisation, ça marche. Il a déjà doublé son revenu annuel en l'espace de 2 ans. Restons encore un moment à Guémar. Pour comprendre pourquoi des hommes comme Aoun vont gagner leur pari, il faut regarder avec attention l'une des merveilles de l'agriculture mondiale. Voici le désert. Les palmes que vous voyez sont le fait de palmiers de 20 à 30 mètres de haut. Depuis des siècles, les paysans de la région ont creusé et entretenu de vastes entonnoirs. Ils y ont planté leurs dattiers pour rapprocher le plus possible les racines de la nappe d'eau. Chaque jour, véritable travail de Danaïde, remplissant éternellement leurs tonneaux percés, les paysans emplissent leurs paniers de sable apportés par le vent.
C'est ce travail apparemment désespérant qui fait la richesse des oasis de cette partie de l'Algérie. L'expérience n'enrichit pas que les hommes. Pour quitter Guémar sur une note d'humour, regardez comment ces belles vaches normandes, arrivées depuis peu dans la région, avalent goulûment les bonnes dattes sucrées. Mais regardez aussi comment les moutons, premiers occupants des lieux depuis des siècles, dégustent les mêmes dattes avec distinction, recrachant prudemment les noyaux. Depuis quelques années, l'Algérie a modifié son plan industriel. Monsieur Bengana, directeur de production de l'usine de composants électroniques de Sidi Bel Abbès. Ceci est le premier circuit intégré fabriqué en Afrique, en Algérie, à Sidi Bel Abbès, en 1980. Aujourd'hui, l'Algérie se tourne résolument vers les industries modernes, vers la société d'information. Partout en Algérie, de plus en plus d'enfants et d'adultes apprennent à se servir de l'outil moderne de la connaissance, l'ordinateur personnel. Depuis des années déjà, l'Algérie est reconnue comme l'un des grands leaders du tiers-monde, affichant clairement son